Bonjour, le Cercle des volontaires est aujourd'hui en direct sur Internet avec Bassam Tohan. Bonjour Bassam. Bonjour. C'est la deuxième fois que nous faisons un entretien avec vous à propos de la situation en Syrie. Malheureusement, la situation n'a pas évolué de manière très favorable. Pour vous présenter tout d'abord, je rappelle que vous êtes géopoliticien. Vous êtes professeur de langue arabe. Vous avez créé la première chaire de langue arabe à l'université de Lyon, si je ne me trompe pas. Non, je suis titulaire de la première chaire supérieure d'arabe au lycée Henri IV, mais en fait, j'ai créé le poste de prof d'arabe à l'école polytechnique en 87. Voilà. Par ailleurs, j'ai évidemment une expérience universitaire. J'ai enseigné à Paris 3, à Paris 4. Ceci dit, j'aime bien les collègues de Lyon. Il y a des gens très intéressants à l'université de Lyon. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc vous êtes également spécialiste du Coran. Donc je rappelle que vous êtes originaire de Syrie, d'Alep, si je ne me trompe pas. Exact. Voilà. Donc ma première question sera tout simplement par rapport à ces événements qui durent depuis plus d'un an, presque 2 ans. Qui veut détruire la Syrie et pourquoi ? Alors, vous voyez, on a déjà parlé de ce problème. Pourquoi on veut détruire la Syrie? Déjà, poser la question en ces termes, c'est prendre position. Parce que d'habitude, on vous dit, mais non, c'est pas du tout cela. Il y a un tortionnaire qui tue son peuple, un dictateur qui tue son peuple. Franchement, ça fait rire beaucoup de monde quand vous parlez comme ça. Il y aura un printemps arabe et le peuple voulait se rebeller, voilà. C'est démocratique. Alors évidemment, je comprends le peuple français qui a une image si positive de son histoire, de la Révolution française, tout cela, de voir que finalement ce peuple arabe se réveille, oui, mais alors ça a été récupéré par des islamistes dès le début. Et c'est là où justement s'est mis en place un complot. Au départ, non, il n'y avait pas de complot, mais petit à petit, il y a eu un complot. Alors permettez-moi de rappeler... quand Bush a fait l'invasion injuste de l'Irak avec tous les arguments fallacieux qui n'ont rien à voir avec la réalité, suite à cela, il s'est mis à aider des organisations civiles un peu partout dans le monde arabe qui y ont commencé, n'est-ce pas, à annoncer ce printemps arabe. Mais évidemment, ça a mal tourné. Les gens qui ont fait ce printemps arabe ont été spoliés de leur printemps arabe. Oui, c'était des gens sincères. Oh, bien sûr, sûrement, mais moi je crois que dans ce printemps arabe, il y a évidemment des gens de gauche, il y a des gens bien sensés, des gens qui luttent pour la laïcité, mais malheureusement, ce qu'on voit en Syrie, c'est pas ça du tout. Alors permettez-moi là de faire un peu le procès des médias, parce que c'est quand même incroyable, cette mauvaise foi des médias. Et on reproche beaucoup à ces pays, les télés officielles, que comme quoi la télé syrienne est stalinienne, la télé égyptienne du temps de Moubarak, c'était pareil, du temps de Ben Ali. Mais dites-moi là, et la télé en France aujourd'hui. C'est vrai que quand on écoute France Info par exemple, la radio d'information que tout le monde connaît, Fabius qui dit Bachar le boucher, et il n'y a eu aucune analyse, aucune mise en perspective, on va dire, des journalistes. On se demande à quoi ils servent finalement. C'est-à-dire relayer le message gouvernemental. C'est-à-dire, la faute est partagée par le gouvernement déjà, qui ne veut pas reconnaître son erreur, et par les journalistes qui ne veulent pas faire un retour rétrospectif et dire, ben oui, on s'est trompé. Depuis combien de temps, moi, au début, j'ai dit que si Zawahiri, le bras droit de Ben Laden, a appelé tous les islamistes du monde à se donner rendez-vous en Syrie pour renverser le pouvoir en place, c'est que c'est islamiste. Il n'y avait pas. Alors, on vous dit, quand on veut vous faire une petite concession à la télé, il n'y a que 5%. Récemment, je discutais avec un ami journaliste, alors il m'a dit, non, mais non, Bassam, maintenant on parle de 10%. Mais c'est quoi? On n'est pas au bazar, on ne marchande pas le pourcentage des islamistes. Il y a un fait réel. Je peux vous dire qu'en Syrie du Nord, tous ceux qui se battent sur les terrains sont islamistes.
Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra relié à Al-Qaïda directement. Vous avez Ahrar al-Sham, les libres, n'est-ce pas, du Chad, c'est islamiste également. Liwa al-Tawhid, la Légion de l'unification divine. Rien que les appellations, ça en dit long sur leur orientation. Alors pourquoi, jusqu'à maintenant, aucun média, n'est-ce pas, en France, n'ose dire, écoutez, les islamistes forment la majorité. Et ce sont des mercenaires. Alors, qui viennent. Je peux vous donner des chiffres. Ce que je voulais vous demander, parce que vous avez mentionné donc, les trois principales divisions islamistes, qu'est-ce qu'on appelle l'ASL parmi ces... Alors, l'ASL n'existe plus. L'ASL, à un moment donné, manquait d'argent et d'engagement. Les gens... alors, les groupes islamistes ont proposé à ce petit groupe d'ASL, quoi? L'argent, les armes, avec une condition, porter le drapeau noir, c'est-à-dire le drapeau d'Al-Nusra, des islamistes. Et ils ont dit oui. Alors, il reste quoi? Un petit comité d'ASL pour faire vitrine polie, que comme quoi, non, l'ASL existe. L'ASL est un prétexte pour nous faire gober les choses inadmissibles. Mais sinon, sur le terrain, je suis désolé, l'ASL n'a aucune présence significative. D'accord, vous venez d'évoquer le financement de l'ASL. Qu'en est-il donc de ce qu'on présente comme le gouvernement en exil, entre guillemets, bien sûr, de la Syrie? Alors, pour moi, comme je l'ai toujours dit, ce sont des clubs d'aventuriers. Le club de Paris, qui a fait le Conseil national syrien, alors, ce sont des aventuriers qui ont été payés par les Américains au départ, pas par les Français, soit par les fonds d'État, soit par la CIA, sous des appellations diverses, n'est-ce pas? Et là, les États-Unis ont voulu imposer à la Syrie ces réformateurs soi-disant. Mais enfin, je ne vois pas en quoi c'est démocratique. C'est pas en payant des gens en Occident. Ça fait des années qu'ils n'ont pas mis les pieds en Syrie. Et franchement, des aventuriers politiques. Pourquoi ils ont refusé de négocier dès le départ? Parce qu'ils voulaient le pouvoir. Pas de discussion, pas de négociation avec Assad, parce qu'ils s'imaginaient un scénario à la libyenne, que Assad allait tomber. D'ailleurs, rappelez-vous des déclarations de nos responsables politiques, que c'est une question de jours. Vous savez, moi je crois qu'on est parti pour des décennies. Malheureusement. Des décennies, parce qu'on oublie une chose, c'est que là on s'attaque quand même à des groupes religieux et on fait vibrer la fibre religieuse. Et ces gens-là, ce sont des minorités qui ont été persécutées pendant des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont abandonner leur combat. Je crois que là, la CIA, le Pentagone, les chancelleries occidentales font fausse route. Et ils comprennent, mais vraiment rien à ce qui se passe là-bas. Alors, je rappelle que l'ASL ne reconnaissait pas vraiment ce fameux conseil en exil. Donc pour revenir également aux événements qui ont fait démarrer ce conflit, il faut bien distinguer, je crois, donc les manifestants qui étaient pacifiques au moment où il y a eu la répression et il y a eu des morts. Donc si vous pouviez parler de ces événements brièvement pour que les internautes comprennent ce qui s'est passé, parce qu'il y avait d'un côté donc, des manifestations pacifiques qui réclamaient plus de démocratie, et d'ailleurs qu'ils ont obtenu avec les législatives et bientôt les présidentielles, et de l'autre côté des groupes armés. Et ça n'a très peu à voir entre les manifestations qui étaient pacifiques et démocratiques et ces groupes armés. Vous savez, c'est sûr qu'au départ, il y avait un élan sincère chez certains. Je dis bien chez certains, parce que d'autres groupes aussi cherchaient justement à envenimer les choses pour en arriver là. Hein. Et c'était une occasion au nord pour l'Occident, l'OTAN, les Américains, pour détruire la Syrie. Alors permettez-moi là, brièvement, pourquoi détruire la Syrie? La Syrie est un pays considéré par l'Occident comme fauteur de troubles parce qu'il n'a jamais marché avec les plans occidentaux pour la région. Souvenez-vous, en 1958, le pacte de Bagdad. On a voulu encercler Nasser. Hein. Qui est venu au secours de Nasser? La Syrie. Et ça a créé l'union entre la Syrie et l'Égypte. C'était une réponse à l'Occident.
La Syrie, jusqu'à maintenant, n'a pas signé de paix avec Israël. Et en même temps, on est dans le Hezbollah, on pêche une paix entre le Liban et Israël. On pêche une paix au rabais avec les Palestiniens. Je rappelle parce que la Syrie... Excusez-moi, Bassam, de vous couper pour que les internautes plus jeunes comprennent bien. Au nom du pan-arabisme, donc à l'époque, je ne sais plus si c'était avant ou après le régime Basse, la création du régime Basse, notamment en Syrie, il y a eu donc une seule nation entre l'Égypte et la Syrie. Voilà, il y a eu une union. La République arabe unie, qui n'a pas duré longtemps. Très longtemps, mais quand même plusieurs 3 années. ans. Mais quand même, ça se voulait un noyau dur pour unifier tout le monde arabe. Bon, c'est un peu utopique, idyllique. Mais ceci dit, je crois qu'après cette vague islamiste, voyez-vous, le mouvement laïque et pan-arabe va revenir. Et au galop, parce que les peuples arabes auront dégusté ces islamistes. Ils auront vu à quoi ressemble un gouvernement islamiste, qu'il soit frère musulman en Égypte ou qu'il soit soi-disant modéré en Tunisie. Arrêtez, si vraiment c'est modéré, pourquoi au mont Shahanbi, il y a déjà des Tunisiens qui ont miné la montagne et l'armée tunisienne est intervenue, il y a eu des blessés, des soldats qui ont sauté sur des mines. Non, tout cela, vous voyez. Encore une fois, il faut que l'Occident fasse la distinction entre un vrai printemps arabe porteur de valeurs laïques, progressistes, et simplement un régime islamiste financé par des bailleurs de fonds comme le Qatar, l'Arabie Saoudite. Et là, permettez-moi de dire que on voit la mauvaise foi des Américains, parce qu'ils avaient bien flirté avec l'islam à un moment donné pour casser l'empire soviétique en Afghanistan. Oui, et ils jouent, bien sûr, ils jouent la même carte aujourd'hui. Mais l'ennemi n'est plus l'Union soviétique, puisqu'elle n'existe plus. C'est peut-être la Russie, c'est peut-être demain la Chine, c'est l'Iran. Et quelle est dans ce puzzle la pièce faible aujourd'hui à cause du printemps arabe? C'est la Syrie. Mais c'est pas dit que c'est gagné d'avance, parce que la Syrie, comme vous le savez, fait partie d'un croissant de résistance, le croissant chiite, le Hezbollah, les chiites du Golfe, l'Iran. Aujourd'hui, il y a près de 12 millions d'Alevis de la même confession qu'Assad en Turquie. Et Erdogan aura des problèmes avec ses Alevis s'il continue cette politique anti-Assad, parce qu'il ne faut pas oublier que les Ottomans ont toujours persécuté cette minorité religieuse et l'ont considérée comme renégate, hors de l'islam et ainsi de suite. Vous voyez, c'est aujourd'hui, vous voyez, soutenir les rebelles en Syrie, c'est soutenir le wahhabisme, c'est soutenir l'obscurantisme, c'est jouer la carte américaine. On veut absolument casser ce pays, comme on l'a fait avec l'Union soviétique à l'époque, en utilisant l'islam. Bon, vous me direz, il n'y a pas d'éthique en politique, d'accord, mais quand même, qu'on ait l'audace de dire, on n'intervient pas pour la démocratie. Ça, on ne veut plus l'entendre, parce que c'est un mensonge. Où est la démocratie dans tout cela? Non, c'est incroyable cette affaire. Alors, on va reparler tout à l'heure de géopolitique. J'aimerais qu'on parle maintenant d'actualité, parce que c'est vrai que l'actualité est assez chargée concernant la Syrie. Il y a eu notamment donc, un attentat manqué contre le Premier ministre récemment. C'était en début de semaine, je crois. Oui, contre le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, les attentats aux camions piégés, c'est une des spécialités d'Al-Nusra, affilié à Al-Qaïda, et qui a reconnu Al-Qaïda, et pire, qui a reconnu vouloir créer un califat, un État musulman avec l'Irak. C'est-à-dire, on parle de nouveaux tracés de frontières et qui met en cause la charte des Nations Unies et tout. De quel droit ces gens-là vont redessiner le Proche-Orient avec un étendard islamiste? Et là, permettez-moi de me révolter. Comment l'Occident, l'OTAN, comment, par exemple, le président de la République française
reçoit ces gens-là, reçoit par exemple le président de la coalition syrienne, qui depuis a démissionné. Il a démissionné une première fois, ils l'ont amadoué, là il a démissionné pour de bon. Il le reçoit à l'Élysée et ce même président de coalition à la conférence de Marrakech, qu'est-ce qu'il a dit nettement? Qu'il ne voit pas pourquoi on classerait Al-Nusra et d'autres groupes sur la liste des organisations terroristes. Donc vous voyez, c'est grave quand même. Dans l'histoire de la République, un président qui reçoit quelqu'un qui veut qu'on reconnaisse comme légal et légitime, hein, une organisation affiliée à Al-Qaïda. Et en même temps, on intervient au Mali. Non, mais enfin, c'est pas logique. On ne comprend plus, là. Non, c'est clair. Non, là. Et là, je comprends aussi que les médias, franchement, ne savent plus quoi faire. Quoi. C'est sûr. Il faut, pour mentir, ça devient difficile. Voilà. Donc, pour revenir à l'attentat, parce que c'est vrai que vous partez sur des questions de géopolitique, je comprends que ça vous touche, la géopolitique. Mais pour qu'on comprenne, l'attentat, il y a eu combien de blessés Alors, chaque fois qu'il y a eu des attentats, il y a eu au moins une dizaine, 20, 200. Par exemple, prenez l'attentat d'Alep, hein, devant le club des officiers. Qui a eu lieu quand Il y a de ça quelques mois. Mais il y a eu quoi? Il y a eu des centaines de morts. Hein. C'est pareil, c'est des camions piégés. Encore une fois, comment peut-on armer des rebelles, hein, et qui s'attaquent à des civils? Aujourd'hui, à Alep, depuis une semaine, les quartiers chrétiens sont bombardés au mortier tous les jours, 3 à 4 fois par jour. Et c'est des civils, hein. Et là, on dit, Obama dit qu'il va armer les rebelles. Mais armer qui? Alors on lui dit, oui, mais on va mettre une puce électronique et on saura à qui on a donné l'arme. Ils oublient qu'à Al Jazeera, la chaîne du mensonge, hein, bon, je reviendrai sur Al Jazeera et son rôle néfaste dans tout cela. Alors, à Al Jazeera, on a vu une réunion entre les 3 grands représentants chefs militaires du nord de la Syrie, des rebelles. Et il a clairement dit que lui travaillait avec Al-Nusra tous les soirs. Il se voyait pour programmer les opérations du lendemain. Alors, dites-moi comment on peut aider des rebelles, hein, qui ne soient pas islamistes, et comment on va séparer le bon grain de l'ivraie. Non, je crois qu'il faut arrêter, c'est difficile pour les médias et les gouvernements de faire marche arrière, mais je crois qu'ils se sont trompés dès le début de cette crise. Et là, comme on dit en famille, basta. Ça suffit. Il faut passer à autre chose. On peut noter que les grands médias type Le Monde, etc., les médias mainstream, je veux dire, quand je dis grand, c'est les médias mainstream, hein, c'est pas forcément... Vous savez, moi j'étais un grand admirateur du Monde. Le Monde d'aujourd'hui n'est pas le Monde d'il y a 30 ans. Non. Le Monde maintenant et Al Jazeera, c'est à mettre dans le même panier. C'est-à-dire que depuis que Colombani... C'est des médias de mensonges. Voilà, pour préciser, c'est des médias de mensonges. Le Monde a été créé quand même par un proche de De Gaulle, donc c'était un média respectable, reconnu internationalement avant, mais depuis le passage de Colombani et de Plenel, c'est plus ce que c'était. Vous savez qu'Al Jazeera aujourd'hui a perdu à peu près entre 85 et 90 de son public. Mais ce que je voulais dire, excusez-moi, hein. Oui, tout à fait. Parce que le Al Jazeera, c'est pareil. Al Jazeera d'aujourd'hui n'est plus ce que c'était il y a 7 ans. Quand ça a été fondé, c'est vrai. Et Le Monde, c'est étonnant aussi. On a pour vous donner un exemple, on envoie un journaliste qui vous écrit des comptes rendus sur Alep, comme quoi ce journaliste du Monde n'a rien vu comme islamiste. Au même moment, les islamistes attaquaient l'archevêché grec-catholique d'Alep. Hein? Oh, non, mais... il y a des dépêches du Vatican, et puis alors, elles sont assez ignorées. Tous les blogs rattachés au Monde, des blogs de mensonges où on vous raconte n'importe quoi sur la Syrie, et on se cache derrière l'enseigne Le Monde. Alors ce que je voulais vous dire, quand même, c'est que c'est peut-être lié à Bernard-Henri Lévy, parce qu'il a une fonction administrative là-dedans, je crois. Mais il contrôle Le Monde. Excusez-moi. Et puis l'argent, qui finance Le Monde aujourd'hui? Parce qu'on a entendu aussi que le Qatar était en train d'acheter un grand nombre de médias en France et dans le monde. Excusez-moi. Donc ma question c'était, quand même ça évolue, parce que les journalistes qui sont des simples journalistes, entre guillemets, au Monde comme ailleurs, ils essayent quand même en majorité de faire bien leur boulot, même si en haut ça bloque parfois.
Et donc, ce que je voulais préciser, c'est oui, que... ils ont quand même un sens développé voilà, du parapluie. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire, c'est que les la journalistes... liberté d'expression commence par le journaliste et pas simplement par... En 2 ans, c'est-à-dire qu'en 2 ans, c'était très monolithique, on prenait uniquement l'OSDH comme source. Jusqu'à maintenant. Non, aujourd'hui... Jusqu'à maintenant. France 24, permettez-moi, ne cite que l'OSDH tout en sachant. Alors, venons à l'OSDH. L'OSDH, par exemple, est-ce que ce Rami Abdelrahman, qui est le pseudo du fondateur de l'OSDH, copain du ministre Haig, qui reçoit un financement des services secrets britanniques, parle de ceux qui tombent dans les quartiers chrétiens dans ces bombardements? Jamais. Est-ce qu'il parle? Non, c'est chez lui, c'est toujours l'armée régulière légale qui massacre. Tout à fait. Et on a eu combien de... La vague blanche, regardez la vague blanche. Ah ouais, alors la vague blanche... Mais alors... Elle est plutôt noire que blanche. Mais alors, blanche, franchement, sans parler de propagande, elle est vraiment... ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a de la propagande dans les deux sens. Moi, j'ai remarqué sur Internet, des fois, on parlait d'exactions d'islamistes, et on a utilisé des photos qui étaient des photos truquées ou des photos faites aux États-Unis. C'est vrai. Donc, il faut se méfier sur Internet. Il faut toujours regarder la source. En ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais trempé dans des affaires pareilles. Non, bien sûr. Mais honnêtement. Je dis ça pour et je suis prêt pour des dossiers à discuter avec n'importe quel grand journaliste soi-disant spécialiste du massacre de Houlé ou Tremseh ou je ne sais pas quoi. Hein? Mais justement, il fuit ces débats. Vous savez, je ne veux pas jouer le rôle de la victime, pas du tout, mais je trouve normal que quand vous ne soutenez pas la ligne rédactionnelle d'une télé, qu'on vous en exclut. D'accord, mais on vous en exclut, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois. Mais pas 2 ans et demi quand même. 2 ans et demi, c'est beaucoup. Je le dis, moi j'ai été parmi les fondateurs de France 24. En arabe, je passais une fois pratiquement les 2 semaines pendant 3 ans. Comment ça se fait que je passe plus? Tout simplement parce que j'ai dit dès le départ dans une émission, et en arabe et en français, ce serait stupide de la part des Américains de ne pas profiter de cette brèche-là en Syrie pour casser la Syrie. Je l'ai dit. Et encore une fois, il n'y a aucun examen de conscience de tous ces gens-là. Ils se sont trompés, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Ni, comme je l'ai dit au début, ni les journalistes, ni le gouvernement. Et ils continuent. Parce qu'il n'y a plus de politique extérieure française. Nous sommes un petit pion. Adieu le roi François Ier, les capitulations où François Ier devait défendre les minorités au Proche-Orient, de n'importe quel bord, vous savez. Maintenant, c'est quoi? On assiste à cela et on aide quoi? Les islamistes. Franchement, c'est honteux. Je crois que viendra un jour où, en considérant tout le rôle qu'on aura joué dans cette crise, on n'en sera pas fier. Je suis sûr. Alors, donc vous êtes engagé notamment pour la souveraineté de la Syrie. Oui. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas faire dans l'angélisme, on ne va pas dire que Bachar al-Assad c'est un saint, mais il y a de la propagande anti-Bachar al-Assad. Nous, au Cercle de Volontaires, nous ne soutenons pas spécialement Bachar al-Assad en tant que tel, nous soutenons surtout la souveraineté de la Syrie. Et on n'est pas dupe, c'est vrai que le parti basse qui est au pouvoir n'est pas le parti basse qui a été créé en 70. Et il n'y a plus, il n'y a plus. Dans la nouvelle constitution, le basse n'a plus ce rôle. Excusez-moi, il y a beaucoup de corruption dans le parti basse. Et il y a certainement des exactions de la part de l'armée bassiste, mais comme s'il peut y avoir dans toute armée du monde, ce n'est pas spécifique à l'armée syrienne, c'est ça que je veux dire. Moi, ce qui m'avait assez interpellé, c'était le témoignage d'un réfugié syrien en Turquie, victime des bombardements de l'armée syrienne, parce que l'armée bombarde, mais elle envoie principalement des soldats. Je crois que 90% des combats sont au sol et 10% seulement sont aériens. Et donc il avait été victime de l'armée syrienne et pourtant il continuait à soutenir Bachar al-Assad alors qu'il n'était plus en Syrie même, il était en Turquie réfugié. Donc on ne peut pas dire qu'il était sous influence du gouvernement syrien. Donc il n'était pas inquiété, il ne disait pas ça par peur de représailles. Et il disait qu'il continuait, malgré être victime des bombardements, à continuer à soutenir le président. Donc quel est comment on peut estimer le soutien aujourd'hui populaire de Bachar al-Assad par rapport donc, aux insurgés? Vous savez, moi j'ai toujours, dans les années passées, critiqué les erreurs du gouvernement syrien. Vous pouvez vous référer. J'ai essayé d'être objectif.
en disant le pour et le contre de ce parti Baas. Je vous dis, il y a un long chapitre à traiter sur la corruption du Baas, sur tous ces premiers ministres qui se sont réfugiés au Qatar ou en Jordanie ou je ne sais pas quoi, tous ces apparatchiks du pouvoir qui se sont enrichis, tout ce régionalisme de la côte qui a gouverné la Syrie. Qui n'est pas spécialement le fait de Bachar al-Assad. C'est tout l'establishment du Baas. Hein. Il a laissé faire parce qu'il n'avait pas peut-être parce qu'il n'avait pas le pouvoir de changer les choses. C'est la société syrienne qui est malade, l'homme arabe, vous savez. Comme partout sur Terre, je veux dire. Enfin. Comme partout dans le monde arabe. Non, on peut, en France, quand même, malgré la corruption, toutes ces affaires qui éclatent aujourd'hui, en France, il y a des acquis. Oui, il y a des acquis. Là-bas, on sortait quand même à peu près du Moyen-Âge. L'époque ottomane n'était pas si brillante. Donc, vous voyez, on ne peut pas quand même rejeter tout sur une personne. C'est une erreur d'analyse. Ceci dit, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, soi-disant, qui sont là pour libérer la Syrie, ne font que piller. Mais aller piller entièrement. Il y a des lieux les 3000 usines d'Alep sont maintenant en Turquie. Et là, c'est un pillage d'État. Comment la Turquie autorise le passage par ses frontières de grandes machines pour le pétrole, pour le textile, de grandes usines d'énergie. Non, mais c'est... Et alors là, permettez-moi de critiquer l'OTAN qui se sert de la Turquie comme un poste d'avant-garde pour attaquer. Il se cache derrière la Turquie et en faisant sous-entendre à Bachar el-Assad, gare à toi si tu touches à la Turquie, tu as tout l'OTAN qui va te bombarder. Mais n'empêche que cet OTAN représentant des valeurs occidentales ne souffle mot sur le pillage. Hein. Les maisons, dès que les islamistes entrent dans un quartier, ils chassent les gens et pillent les maisons. On va enchaîner sur le Hezbollah parce que c'est important. Voilà, juste avant de parler du Hezbollah et de Hugo Chavez, je voudrais parler donc de l'actualité, je voudrais souligner aussi, pour enchaîner, sur le fait que dans l'armée syrienne, il y a toutes les confessions, toutes les ethnies, surtout toutes les confessions, parce que c'est surtout multiconfessionnel, et qu'on parle de pouvoir alawite, mais dans beaucoup d'échelons intermédiaires, c'est tout à fait multiconfessionnel, parce que le parti basque avait quand même ça de positif, qu'il était laïque. Vous avez raison d'insister là-dessus, parce qu'en Syrie, si vous voulez, on compte à peu près 22 communautés religieuses différentes. Et le service militaire est obligatoire. Tout le monde fait son service militaire. Et c'est là où c'est injuste, même dans la nouvelle constitution, chose que je reprocherai au président Bachar el-Assad dans sa nouvelle constitution. Il faut absolument qu'il y ait un amendement. Parce que là, on dit que le président de la République doit être musulman. Ah oui, mais là, franchement... Ça pose problème. Alors, les Arméniens, les chrétiens qui vont mourir au front n'ont même pas le droit d'être considérés comme les égaux de n'importe quel Syrien lambda musulman. Non, là, je vais vous dire, ce sont des concessions qui, justement, ont poussé les islamistes à devenir forts. Et c'était déjà une erreur du père Hafez el-Assad, quand dans la nouvelle constitution, les partis de gauche ont décidé de supprimer la religion, de mentionner la religion du président de l'État, comme quoi c'est l'islam, il a reculé après des manifestations. Et c'est après cela qu'il y a eu les événements tragiques de Hama. Parce que, vous savez, avec les islamistes, il ne faut jamais faire de concessions. Vous faites des concessions, ils en demanderont plus. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Comme tout lobby de pression. Puis à part cela, ce problème de stratégie et de tactique, il y a un problème juridique. Vous ne pouvez pas dire dans une constitution tous les citoyens sont égaux, mais le chrétien ne peut pas être président. Ouais, ça, alors, ils ne sont pas égaux. Il faut s'entendre sur les termes. Non. Si j'ai bien compris, le bassisme à son origine, c'est contraire à ses principes. Oui, mais je vous dis, c'est ça, c'est que le Baas a été dévoyé. Voilà, il a connu plusieurs phases. Autrement, le Baas, au départ, comme je vous ai dit, c'était un parti qui a été très influencé par Emmanuel Mounier, un philosophe français dont on ne parle plus,
qui était le philosophe du personnalisme. C'était à l'époque une note dissonante dans le paysage philosophique par rapport à l'existentialisme et d'autres, c'est-à-dire se ressourcer dans ce concept complexe de personne. Et là où Michel Aflaq est passé en France, il avait profité de cela en parlant d'un personnalisme arabe. D'ailleurs, il y a eu après d'autres, dans le Maghreb arabe, de gens qui ont lancé l'idée d'un personnalisme arabe. Et c'est parti de là que nous sommes différents au niveau ethnique, confessionnel. Il a un peu idéalisé l'arabisme, c'est devenu pour lui la planche de salut. C'est aussi une vision simonienne, utopique. Mais elle a ça de positif, c'est qu'elle a mobilisé beaucoup de gens dans le monde arabe. À un moment donné, le bas était monnaie courante partout et la Tunisie de Bourguiba persécutait et poursuivait les bassistes, comme quoi c'était des gens qui s'opposaient, n'est-ce pas, au régime. Vous voyez, à un moment donné, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Liban, puis les idées de Nasser n'étaient pas loin du bas, vous voyez. Ouais, ça avait créé un raz-de-marée que cette carte panarabe peut sauver le monde arabe. Mais mis à part l'Égypte très brièvement, donc c'était surtout la Syrie au niveau, on va dire, bassisme de gauche et l'Irak bassisme de droite. Je schématise un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, c'était pas si de droite que ça, parce que si Saddam n'avait pas nationalisé le pétrole, il l'aurait gardé. Hein. Vous savez, si vous voyez la guerre d'Irak, le jour où Saddam a décidé de ne pas vendre son pétrole en dollars, il a été rasé quelques mois après. Hein. Il y a une mondialisation politique après, si vous voulez, qui impose les États-Unis comme grande puissance, qui impose ses volontés. Regardez par exemple l'affaire du chimique. C'est à mourir de rire. Qui c'est qui agite cette affaire d'armes chimiques? C'est Israël et les États-Unis. Et les uns et les autres, c'est sûr qu'ils ont du chimique et ils ont du nucléaire. Ah oui, je vous dirais que c'est normal, les gens qui n'ont pas le nucléaire, hein, c'est l'arme chimique et l'arme du pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser. Mais imaginez qu'un jour, un pays qui n'a pas signé, n'est-ce pas, la non-prolifération du nucléaire, utilise le nucléaire. Alors à ce moment-là, est-ce que le pays qui n'en dispose pas peut répondre par l'arme chimique ou pas, éthiquement parlant? Vous savez, ça se vaut, hein. Nous, on n'est pas au cercle des Volontaires. Je crois que je parle en mon nom, mais je m'exprime également au nom de notre média. On n'est pas pour la logique du pire, c'est-à-dire que l'utilisation. Mais il ne faut pas utiliser l'arme de l'adversaire si elle est mauvaise. Non, mais bien, moi, je condamne et le nucléaire et le chimique, bien sûr. Mais je veux dire, se servir de cela comme prétexte pour une intervention, pour détruire un pays. Ça, c'est une autre paire de manches, ça n'a rien à voir. Hein. Quand on se place au niveau de la souveraineté, c'est vrai qu'on a des logiques éthiques qui sont différentes, et notamment le fait que on dit que le nucléaire c'est plus une arme défensive qu'offensive, c'est-à-dire c'est pas pour s'en servir en défense, mais c'est justement pour ne pas se faire attaquer, c'est-à-dire ça sanctuarise le territoire. Vous savez, on a des preuves qu'Israël a armé ses avions de nucléaire pendant la guerre de 73. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il disposerait de 300 ogives nucléaires. 200 à 300 selon les Britanniques. Mais vous permettez que je revienne sur le chimique là, oui, bien sûr, en Syrie? Mais quand même réagissez sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le nucléaire, là on pense plutôt à l'Iran qu'à la Syrie, le nucléaire en stratégie, ça sanctuarise le pays qui possède cette technologie. C'est-à-dire qu'on n'ose plus l'attaquer. Mais à ce moment-là, pourquoi vous n'autorisez pas l'Iran à avoir le nucléaire? Pourquoi l'Iran, grande nation qui existe depuis la plus vieille dynastie au monde, n'a pas le droit au nucléaire, à l'énergie nucléaire? De Gaulle a fait en sorte que la France coopère avec l'Iran pour que l'Iran accède au nucléaire. Mais bon, ça c'est une parenthèse qu'on va parce que non, mais pour moi c'est important, parce que vous voyez, l'Iran est quelque chose, est partie prenante dans ce conflit au Proche-Orient. Et abattre la Syrie, c'est le premier pas pour raser l'Iran, affaiblir la Russie et la Chine. Dans ma vision stratégique, je crois que la bataille syrienne, c'est une bataille maintenant mondiale. Elle ne concerne plus le peuple syrien. Elle concerne évidemment le peuple syrien qui souffre tous les jours. Mais malheureusement, ce n'est plus aux mains du peuple syrien.
C'est-à-dire que la Chine et la Russie ne veulent pas attendre que l'Iran soit attaqué, agressé, pour que, même s'il est agressé par des espions, etc., mais elle n'est pas agressée au niveau de la Syrie avec des groupes et des armées, etc. Ils ne veulent pas attendre que l'Iran, qui est la dernière marche, selon certains, avant un gouvernement mondial ou le nouvel ordre mondial. Non, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi cet embargo contre l'Iran? Je ne comprends pas, moi. Pourquoi? À mon sens, si on veut sortir de la crise en Europe et en France, il suffit de normaliser nos relations avec l'Iran. L'Iran est un grand marché, c'est un pays ami, je ne vois pas. Est-ce que vous avez vu l'Iran attaquer un pays? Depuis 200 ans, non. Non. Alors pourquoi on diabolise cet Iran, hein, que comme quoi c'est le pays du mal, les sanctions? Moi je suis un admirateur de l'Iran, je vais vous dire, et même de cette minorité chiite, avec tout le respect que je dois aux sunnites. Tous ces pays sunnites, hein, du monde arabe, au niveau industriel, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Quoi? Ils ne font qu'acheter pour provoquer des guerres civiles. C'est tout. C'est une société de consommation. Vous n'allez pas me dire qu'il y a de grands savants saoudiens. Hein? Non mais enfin, par contre, je peux vous dire, oui, les pays qui ont tenu tête aux États-Unis, ils ont des savants, ils ont une recherche scientifique, ils ont une industrie, ils ont une personnalité. Vous savez, la Syrie, ce petit pays du Proche-Orient, hein, zéro dette extérieure. Hein, hein. On ne veut pas. Il faut qu'on obéisse à une mondialisation et que ce petit pays, n'est-ce pas, soit détruit parce que... c'est la marche vers la normalisation des pays, comme dit Jean-Michel Vernochet dans son livre sur l'Iran. Donc ça paraît inéluctable, mais ça ne l'est pas. Et donc avant qu'on revienne, parce que le temps presse malheureusement, et on aimerait aussi que les internautes puissent vous poser quelques questions. Et juste avant, je voudrais revenir. Mais vous pouvez me réinviter, hein, oui, on n'y manquera pas. Donc je voudrais évoquer Hugo Chavez qui est décédé malheureusement récemment et qui est donc victime d'un cancer, et qui était quand même un soutien à la Syrie, et qui était, voilà, si vous pouvez. Moi je connais le Venezuela, je vais vous dire, c'est un autre pays d'immigration pour les Syriens. Il y a à peu près plus d'1 million de Syriens au Venezuela. C'est énorme. Et la représentativité de ces immigrés syriens, libanais, palestiniens est aussi énorme. Par exemple, Habshi est conseiller de Chavez, c'est un avocat libanais. Il y a 5 ministres d'origine immigrée, vous voyez. Alors quand vous comparez ça à la France, c'est rigolo. Ici, vous avez toujours un arabe de service dans un gouvernement de droite ou de gauche. Bon, tantôt on prend un black, tantôt on prend un musulman. Un imam complaisant comme Michel Mais et alors, à la télé, évidemment, il ne s'agit surtout pas d'inviter des têtes arabes ou musulmanes. Il faut que ce soit l'ouvrier de chez Renault, avec tout le respect que je dois aux ouvriers de chez Renault et de chez Peugeot. Il ne faut pas faire des jaloux. Vous voyez, donc, je m'incline, moi, devant la grandeur de Chavez. Le monde retiendra, l'histoire mondiale retiendra ce Chavez qui a osé braver, hein, les États-Unis. Et il a fait beaucoup pour les pauvres. Ceci dit, on peut lui reprocher des façons de faire. Il n'avait pas, c'est-à-dire son cœur était trop grand, hein, et ça débordait, il ne maîtrisait pas vraiment toutes les réformes. Il ne maîtrisait pas tout ça à 100%, puis il aimait bien passer à la télé, du coup, pour parler aux gens. Oui, c'était un grand orateur qui avait beaucoup de charisme. Vous savez, honnêtement, aujourd'hui, qui c'est qui a du charisme dans notre gouvernement français? Et puis même Mélenchon, qui ne fait pas partie du gouvernement. Il a du charisme, il sait parler. Mais vous connaissez de grands orateurs dans la majorité ou l'opposition? Non. Je dirais même à ça, excusez-moi, mais franchement, dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de présidents comme Evo Morales, comme Hugo Chavez, j'ai dit Evo Morales, mais voilà, il y a peu de gens qui... Morales aussi vient de mettre dehors les Américains. Hein, l'agence USAID. Oui, et vous savez, je crois que l'avenir du monde doit être, comment dire, poussé, créé, rêvé par les pays du BRICS. C'est-à-dire ce
ce monde unidimensionnel des États-Unis va s'effondrer. Parce que malgré tout, c'est un empire chancelant. Hein? Pourquoi l'Amérique intervient ici et là? Parce qu'elle veut se prouver qu'elle est toujours l'empire puissant. Un petit peu Vous comme voyez, la France. par des guerres symboliques. La France le fait aussi au Mali, Mais à sa manière. oui, mais il s'attaque à qui? À un petit pays comme la Syrie. Hein? Pourquoi il ne s'attaque pas à la Chine? Hein? Pourquoi déjà il suffit que la Corée, qui n'est pas la Corée du Nord, un grand pays, mais quand même, ça donne du fil à retordre au grand empire. Tout à fait, mais alors là, ils ne sont pas engagés directement en Syrie. Directement, si, ils sont engagés, il y a des centres. Alors ça aussi. Officiellement, non, mais il y a des agents, on va dire des forces spéciales qui se sont fait capturer. Mais il y a des forces spéciales en Jordanie qui forment des gens. Il y a la CIA qui est au nord de la Syrie qui distribue des dollars et des armes. Ils ont déjà armé les rebelles. C'est-à-dire, vous savez, dans la vieille tradition chrétienne, on dit la messe est sacrée avant d'être célébrée. C'est-à-dire, comment vous traduire ça? C'est-à-dire que c'est déjà fait, cette histoire d'armement. Là, ils parlent, on va aider les rebelles, mais ils aident les rebelles. Ils aident les rebelles. Déjà, tous ces aventuriers politiques en France qui roulent dans de grosses Mercedes noires, comme quoi ils sont responsables d'OGN pour la Syrie, l'avenir du monde arabe. Mais c'est quoi ça? C'est déjà une intervention masquée. Ce sont des sociétés, des organisations écrans. Hein? Et vous croyez que les Syriens authentiques vont accepter que ces gens-là détrônent un gouvernement légitime et le remplacent? Je sais que tout ça vous touche. Je sais que tout ça vous touche beaucoup. Ils rêvent. Attendez au retour du bâton. Attendez. Excusez-moi de vous couper parce que c'est vrai qu'on va passer aux questions des internautes. Juste avant, une actualité. Donc le Hezbollah donc a déclaré officiellement donc qu'ils intervenaient en Syrie et qu'ils soutenaient Bachar al-Assad. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, vous voyez, le Hezbollah a été aidé par la Syrie, par déjà Assad père. Là, c'est tout à fait normal que le Hezbollah, qui a été aidé par ce gouvernement syrien, du Baas en gros, vienne à l'aide. Surtout quand des chiites, enfin là c'est une raison confessionnelle, sont attaqués. Je trouve ça. C'est logique. Bien sûr, c'est logique et humain, mais au niveau stratégique, le Hezbollah cherche à établir un lien terrestre avec justement la Syrie. Parce que le Hezbollah ne peut pas rejoindre la Syrie par la mer. Il y a tout le Liban, vous voyez, c'est un problème de géopolitique et de géographie. Mais je trouve ça tout à fait normal. Hein. La Syrie a armé le Hezbollah et l'a aidé pendant sa guerre avec Israël, c'est tout à fait, il y a des accords. Alors on me dit oui, mais alors vous êtes contre l'interventionnisme. Comment le Hezbollah intervient? Mais de l'autre côté, vous avez vu les sunnites, les 2-3 chers sunnites qui ont été au Qatar, qui sont rentrés avec des millions, qui ont formé des milices et qui envoient ces milices se battre à Homs. Ça, on ferme les yeux. Vous savez, c'est la logique. Vous pensez que le Hezbollah ne fait pas d'exactions sur la population civile, a priori? Ah non. Je ne pense pas, ce n'est pas dans leur coutume, voilà. Vous voyez. Alors, enfin, je ne veux pas défendre le chiisme ici. Non, bien sûr, mais il faut être objectif, bien sûr, mais objectivement, pour l'instant, on n'a pas de traces. Permettez-moi de dire une chose sur la logique minoritaire, vous voyez. La logique minoritaire, c'est que dès qu'un minoritaire parle, on dit, vous voyez, c'est du confessionnalisme. Mais on ne cite jamais la majorité, parce que d'emblée, dans l'absolu, la majorité a raison parce qu'elle est majorité. La majorité peut être bête, oui, elle peut être méchante, elle peut être dans l'erreur, et des minorités peuvent avoir raison. Tout à fait. Un des exemples les plus flagrants pour les Européens, c'est bien sûr l'accession démocratique d'Hitler en Allemagne. Par exemple. Bon, là, j'atteins le point Godwin, comme on dit sur Internet. D'accord. On va revenir aux questions des internautes. Une autre question. Alors, Guillaume Mundele, excusez-moi si je prononce mal votre nom, qui pose la question: que feriez-vous si vous étiez en mesure de diriger l'Occident, ou en tout cas au moins la France, mais si vous pouviez conseiller l'OTAN peut-être? Ils auraient dû me prendre comme conseiller. Remarquez, j'ai donné des cours à l'école de guerre, j'étais directeur de séminaire sur la géopolitique de l'islam. S'ils m'avaient écouté à l'époque, on n'aurait pas eu les problèmes d'islamisme en Afrique. Ah bon? Parce que mon séminaire
justement, enfin, avait pour but d'étudier l'implantation des mouvements intégristes en Afrique subsaharienne et la géopolitique de l'islam dans le monde. Mais vous savez, en France, il y a un problème de communication à l'intérieur de l'administration. C'est pas parce que vous dites des choses justes, vous conseillez des choses justes, que ça va être répercuté et ça va arriver en haut de la pyramide. Non, je crois pas. Alors moi, à mon avis, vous savez, il faut que l'Occident sorte de cette pensée néocoloniale, hein, et arrête cette hypocrisie, hein. Vous savez, c'est cet Occident qui, par ses comportements injustes vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des Syriens, vis-à-vis du tiers-monde, vis-à-vis de l'Afrique noire, vis-à-vis des minorités black aux États-Unis et autres, même si Obama est né d'un couple mixte, hein, c'est ça qui crée l'islamisme, qui provoque des réactions. Le musulman de la rue, vous savez, dans le monde arabo-musulman, quand il voit tout ça, il se réfugie dans la religion et il devient djihadiste. Alors justement par rapport à tout cela, on entendait parler de justice internationale pendant longtemps. Aujourd'hui, on entend parler de guerre humanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que l'ONU, qu'est-ce que ça représente, si ce n'est aujourd'hui, enfin c'est mon avis, peut-être que vous avez un avis contraire, mais qu'est-ce que ça représente si ce n'est un rapport de force entre la Chine, la Russie, les États-Unis? Moi, je crois que c'est une querelle de termes. On n'est pas sorti de l'ère, voyez-vous, où l'Occident se regarde dans la glace, examine sa conscience et dit il faut quand même un équilibre et une justice, hein, humanitaire, si vous voulez, hein. Mais je crois que c'est beaucoup plus la logique économique de l'empire britannique au départ, historiquement, avec les États-Unis, qui mène la danse aujourd'hui. Nous, on est des comparses, des petits pions, là, par rapport aux grandes, franchement. C'est pour cela qu'on nous donne ces grands rôles, hein. La France se précipite et reconnaît le Conseil national. Elle reconnaît la coalition, hein, alors que c'est les États-Unis, c'est Madame Clinton, qui a dit il faut qu'il y ait une coalition. Il faut que, vous voyez, et c'est pareil. Mais je dirais que, excusez-moi, je dirais que sur la politique étrangère de Sarkozy, mais aussi bien que de Hollande, De Gaulle doit se retourner dans sa tombe quelque part. Sûrement. Je vous dis, moi je me sens très gaulliste. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous faire une confidence. Il a pas fait que des choses bien, c'est un être humain, ça reste un être humain, bien sûr, mais il a fait de grandes choses. Moi, mon père était le secrétaire général du parti gaulliste et il a mené la guerre contre les vichistes en Syrie du Nord. Vous voyez, à l'époque, on pensait que la France allait créer une démocratie en Syrie. Et en fait, la France n'a pas fait cela. Elle a démantelé la Syrie, elle a sacrifié les Arméniens de Cilicie, elle a décapité les chrétiens en donnant Antioche aux Turcs. Alors c'est la capitale de l'Église orientale. Tout patriarche est patriarche d'abord d'Antioche, avant Alexandrie, avant Jérusalem, avant Damas. Vous voyez? Et on nous parle, les amis de la Syrie. La France, dans son histoire coloniale tout court, n'a jamais été l'ami de la Syrie. Il ne fallait pas que la Syrie devienne un pays puissant. C'est pour cela qu'elle a cédé Mossoul aux Irakiens pour que la France ait 23,5% des rentes pétrolières de la société irakienne. Et après, on vient nous dire, nous sommes vos amis et nous défendons les minorités. Et le petit Liban. C'est de la parole. Qu'est-ce que c'est du discours. Oui, c'est vrai. Alors, mais enfin, vous savez... Une question de Derou Salah, qui était là à notre précédente interview. Bonjour. Quelle est la durabilité du conflit? L'Occident est-il en train de faire marche arrière? Je ne crois pas que l'Occident fasse marche arrière. Ce n'est au contraire. On assiste à un long conflit. Malheureusement. C'est le début, je crois. La Syrie est un peu la porte de ce conflit. Et puis petit à petit, ça va gagner le Liban, la Jordanie. L'Irak est sur une bonne voie d'explosion, comme on l'a vu. La Turquie également. Et c'est l'Iran qui est visé, de même que
la Chine, la Russie, l'arc de résistance au Proche-Orient contre Israël, c'est vrai. Hein. Regardez par exemple ce rigolo de prince du Qatar qui, après avoir donné 800 millions de dollars à Gaza, change l'initiative de paix arabe en proposant l'échange de territoire. Mais c'est quoi? C'est-à-dire on vous a donné 800 millions pour qu'après on vous démunit de vos territoires et qu'on les donne à Israël? C'est de la corruption, qu'est-ce que c'est que ça? Que personne n'accepterait d'ailleurs. Oui. Oui, mais le problème c'est que, accepter ou pas, c'est quand même Israël qui est la grande puissance dans la région et qui peut imposer ses volontés par les armes. Avec également deux autres puissances non négligeables, l'Iran et l'Arabie Saoudite quand même. Pas l'Iran. L'Iran... n'influent pas... L'Iran, non, l'Iran, vous voulez dire contre Israël à ce moment-là. Oui, tout à fait. L'Arabie Saoudite est pour Israël, parce que tout ce qui se passe... Oui, bien sûr, avec des objectifs complètement différents, presque opposés. Oui, c'est pour cela que je vous dis peut-être que la masse sunnite du monde arabe et musulman va peut-être se révolter un jour contre les pays du Golfe. Tout comme les Français vont peut-être se réveiller par rapport aux politiques du PS et du MP. Ça, je crois que vous rêvez, parce que vous êtes jeune. Il faut vraiment une très grande révolution en France pour qu'elle change de cap. Alors, ça me permet d'enchaîner sur, la précédente question de Deroussala qui disait « Comment les Syriens voient la démarche de l'Occident et particulièrement de la France? Pensent-ils que c'est encore un État-nation » Par exemple, par rapport à l'Union européenne. Est-ce qu'ils sont conscients de ces problématiques-là? Ah oui, il y a une grande déception. Si vous voulez, vous voyez, quelle est la personnalité française la plus connue dans le monde arabe, à part Brigitte Bardot, Alain Delon? Oh, bon. De Gaulle. De Gaulle. Bon, il y a Zidane également. Ouais. Zidane, oui, mais ça c'est récent. Je reviens. Mais maintenant, si vous voulez, quand on parle de la France, c'est l'absence. Hein. Tout le monde s'étonne, mais on se dit, mais enfin, mais où est la volonté? Là, la différence, la singularité française, elle n'existe plus. Ben Chirac, avec tous ses défauts, s'était opposé à la guerre en Irak. Exact. Et de manière sincère, c'était pas juste un apparat. Ça, je crois, on doit lui tirer, enfin, chapeau pour son attitude. Hein. Même si après on a perdu au niveau économique. Mais il y a un peu du théâtre de Corneille là-dedans, la notion de dignité, de devoir, de fierté nationale, c'est vrai. Hein. Et après, avec Sarkozy, donc le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, donc ça a été la perte d'une certaine indépendance. Et il n'y a pas eu de volonté, même, c'est-à-dire Hollande il a commandé une évaluation des conséquences de ce retour intégré de la France dans le commandement de l'OTAN auprès de Hubert Védrine. Et ce rapport, finalement, a validé, même si Hubert Védrine était opposé à l'époque de Sarkozy, finalement, dans le rapport pour Hollande, il a avalisé en disant que finalement, on avait intérêt à rester. Oui, mais vous savez, j'aurais voulu, il y a de ça quelques mois, faire une émission spéciale sur Hubert Védrine. Comment, en fait, il s'est fait racheter un peu. Et tout son rapport, c'était, en gros, donner un quitus au gouvernement actuel. Ils savent, les socialistes, vous savez, c'est une mafia très puissante. Hein. Il y a une mentalité chez ces socialos très très puissante. Par exemple, regardez comment ils ont récupéré... Excusez-moi, écoutez, l'élite du Parti socialiste. Oui, bien sûr, c'est une gauche caviar. Ça n'échappe à personne. C'est pas vous qui avez 6 millions. Pas moi non plus. Moi, je rame depuis que je suis en France, ça fait 40 ans. Je peux vous montrer ce que je gagne. Enfin, bref. Ils ont l'art de récupérer les potes et d'appeler à l'aide les potes, même les plus contestataires. Chevènement, au début, s'était opposé à la guerre de Syrie. Là, on n'entend plus rien. Chevènement, je ne sais pas ce qu'on lui a donné, on lui a un poste honorifique, auteur de rapport, je ne sais pas quoi. C'est pareil pour Védrine, on l'a récupéré d'une autre manière. Et ils sont solidaires, ces socialistes, entre eux, à tel point qu'ils deviennent aveugles. Hein? Ils ne voient pas la réalité et c'est dangereux, ça. Et puis après, ils accusent les autres de sectarisme. Non, mais enfin, écoutez, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de socialistes capables de monter au créneau et de dire non, cette guerre n'est pas la nôtre. Nous nous sommes trompés sur le dossier syrien.
Non, personne. Ils ont appelé l'autre jour Elisabeth Guigou. Je l'ai écouté à la télé, c'était à mourir de rire. Alors, son raisonnement a été repris. C'est quoi? C'est que, vous voyez pourquoi il faut armer les rebelles? Pour équilibrer les forces et pour pousser à ce moment-là Bachar el-Assad à négocier. Pour équilibrer. Mais en attendant les centaines de morts par jour, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous contrôlez ces rebelles qui s'attaquent aux civils? Non. Et Elisabeth Guigou parlait sur, je crois, BFM, comme si c'était la grande spécialiste du Proche-Orient, qu'elle a passé toute sa vie à étudier l'arabe, n'est-ce pas, et à lire les chroniques, et pour nous donner cette théorie qu'il faut équilibrer. Mais arrêtez de prendre les Français pour des veaux. Hein. Nous avons fait des études, il y a des gens qui sont sortis de l'école normale, de l'X, et qui ne sont pas forcément socialistes, et il y a des gens qui ont fait des études à la fac, qui comprennent, qui sont... Non, mais enfin, c'est une France décadente. C'est vrai que on a dit c'est une fin de siècle, mais c'est plus une fin de siècle, on est au début du siècle, là. Hein. La décadence se perpétue. Hein. Ça me fait penser donc au discours sur un autre théâtre. Ça me fait mal au cœur. Vous savez, moi j'ai opté pour la France. Je ne suis pas né par hasard français. J'ai opté pour la France. J'aurais pu aller ailleurs. Et j'ai tout pour vivre ailleurs, diplômé. Vous savez, si nous on est idéalistes... Ça fait mal au cœur. Si nous on est des jeunes idéalistes, c'est peut-être aussi parce qu'on est attaché justement aux valeurs traditionnelles, enfin pas traditionnelles, mais les valeurs idéalisé de la France, c'est-à-dire l'universalisme bien compris. Vous me rassurez, donc je reste toujours jeune. Voilà. C'est bien. Je suis idéaliste comme vous. Pour reparler du Mali et justement de la caricature du langage politique socialiste, mais comme ça pourrait être l'UMP, hein, bien sûr, on a entendu François Hollande donc cibler au Mali, dire qu'il voulait détruire les terroristes. Oui. Alors oui, mais ça, au niveau du langage, ça dénote quand même un peu de respect de la valeur de la vie humaine. Il faut dire que dans ce gouvernement, que ce soit l'Élysée ou le Quai d'Orsay, il y a des glissements métonymiques de langage pas très heureux. Mais moi, je ne leur en veux pas, voyez-vous, ça peut arriver, parce que, vous savez, moi je suis prof, ça m'arrive aussi de glisser, il faut se contrôler. C'est vrai que c'est lamentable de la part de grands responsables politiques. Mais je ne crois pas que ce soit, enfin, vraiment qu'il y a une sincérité dans la déclaration de Hollande. Vous voyez, moi, je l'innocente. Je crois, bon, il ne faut pas non plus. Par contre, peut-être, je serai plus sévère vis-à-vis de Fabius, vous voyez, par rapport à ses déclarations. Mais Hollande, bon, il y a eu cet écart de langage malheureux, mais c'est pas... Honnêtement, hein. Honnêtement, mais ce qu'on demanderait peut-être au président de la République, c'est un charisme un peu plus chaleureux, une personnalité plus affirmée sur certains dossiers. Là, moi, mais il n'y a pas un seul moment, j'ai pensé, qu'Hollande allait suivre Fabius dans cette affaire de Syrie. Pas un, mais j'ai dit, mais enfin, mais c'est clair que tout ce dossier est loufoque. C'est cousu de fil blanc, ça a été monté avec Juppé, et puis ils ont continué. Alors on se dit rupture socialiste, mais où est la rupture là-dedans? Ah non, non, non. Concernant là, il n'y a aucune rupture, c'est bon. Et alors je voudrais préciser en plus que ça va très très loin, puisque nous on est assez impliqués avec différentes associations de divers bords, hein, bien sûr, mais qui essayons d'ouvrir le débat dans des salles, avec des conférences. Ils ne vous donneront pas les salles. Voilà, ils ne vous donneront pas les salles. La 3 fois j'aurais dû intervenir à Lille, à Paris. Des salles et on nous a enlevé ces salles. Pire, on a demandé qu'il y ait une prière pour le Cheikh El-Bouti à la mosquée de Paris. Donc rappelez qui est Cheikh El-Bouti. Cheikh El-Bouti, c'était un des grands docteurs sunnites de Syrie consensuel. Oui, et qui a été assassiné dans sa mosquée. Qu'il y ait ce qu'on appelle la prière de l'absent, Salat al-Ghaib. C'est on prie, même si le cadavre, enfin la dépouille n'est pas là, on fait une prière pour l'absent. Et ça a été refusé. À la mosquée de Paris. À la mosquée de Paris. Et bien de quel droit? De quel droit? Alors que, évidemment, je ne vous cache pas, quand j'avais œuvré avec des amis pour qu'il y ait une prière pour Belaïd, on a réussi. Alors je ne comprends pas. Donc, comme Belaïd était de gauche et que le gouvernement français a joué la carte de Belaïd en disant que c'était
un homme très bien, ceci dit. On ne sait pas vraiment quelle est l'attitude de ce gouvernement français face à la Tunisie aujourd'hui. On se demande s'il n'y a pas eu une influence, une intervention secrète pour empêcher qu'il y ait une prière pour ce Cheikh al-Bouti, voyez-vous. Il y a encore une fois deux poids et deux mesures, un double standard. Alors rappelons que quand même, vous savez, l'Occident se résume en quelques dichotomies. Bien sûr. Alors soyons assez précis, parce que c'est vrai que par exemple Bertrand Delanoë a figuré dans les 20 vidéos de la vague blanche, où tout était mis sur le dos de Bachar, et où l'armée, l'ASL et les autres groupes islamistes étaient complètement absents des causes de massacre. C'est de la falsification. C'est de la propagande pure. C'est de la propagande. Et puis c'est dommage, parce que moi je dirais à tous ces gens pour qui j'ai un grand respect de la vague blanche, c'est qu'on les a trompés sur la marchandise. On ne leur a pas expliqué qu'est-ce qu'ils disent en arabe dans ces cassettes-là, dans ces vidéos. Quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, des artistes pour qui j'ai énormément de respect également, se sont retrouvés embrigadés dans cette vague blanche. Bien sûr. Et n'ont pas compris pourquoi. C'est pour cela. Ceci dit, par contre, leurs propos sont neutres. Sont tout à fait pour la paix, mais par contre, dans l'instrumentalisation générale des 20 vidéos, c'est là où il y a de la propagande. Ils ont été trompés. Voilà, ils ont été trompés, c'est dommage. C'est pour cela. Et après, on nous dit que ce n'est pas l'État qui est engagé dans cette vague blanche. Mais comment l'État n'est pas engagé et Télévision de France France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5. Les radios et tout ça, mais c'est du matraquage. Et après, on nous dit, vous voyez, les télés officielles du monde arabe sont staliniennes. Et c'est unidimensionnel. Et en France, qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de dire, Bassam Tahan, non seulement à la télévision officielle française, c'est biaisé, mais en plus, sauf de rares émissions comme celle où vous avez pu aller, celle de TDI, et encore, je trouve que vous n'êtes pas assez souvent invité, on va dire. Non, je suis exclu. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'on m'a dit que je gênais leur star. Tant mieux. C'est pas mal ça. Vous posez il ne faut pas gêner leurs stars. Il y a des stars qu'on vous impose. Ça me fait rigoler. Quand on vous présente tel est éditorialiste de la chaîne en politique. Vous l'écoutez parler. Les conneries qu'il raconte. Les conneries. Franchement, vous vous dites, mais enfin, c'est incroyable. On est éditorialiste. On doit, passez-moi le terme familier, faire sa crotte sur tous les sujets. Monsieur connaît tout. Il faut avoir un avis sur de Bolivie, au Venezuela, en Syrie, à Bachar, au Mali. Il a toujours une rhétorique creuse. Et après, on me dit, il parle bien. Et on n'a rien pigé à ce qu'il dit. Mais il connaît les termes. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à Alexandre Adler qui a un avis sur tout, qui connaît bien de loin tous les sujets. Non, mais Alexandre Adler est beaucoup plus intelligent, on va dire. Non, mais il a quand même une formation. Oui, une formation franchement balèze. Mais ce qu'il dit est orienté souvent. C'est vrai. Mais je veux dire, je parle de ces éditorialistes qui veulent avoir un avis. Qu'on vous impose, par exemple, on vous dit tel est un grand journaliste de telle télé. Bon, je l'écoute, c'est pas une lumière. Mais on vous matraque, voilà. C'est lui. Oh là là, reçoit machin. Reçoit machin. Et alors, tu écoutes et le présentateur et l'invité, mais ça vole pas haut. C'est ça. Il y a de la médiocrité aujourd'hui en France. Ça me révolte. Moi, la France que j'ai aimée quand je me suis mis à étudier le français, à passer des nuits blanches pour les nuances, pour la rhétorique, pour le théâtre. Mais c'était pas médiocre. Tandis que là, c'est une médiocrité. C'est médiocre. C'était l'époque où les mots avaient un sens et on les utilisait à juste titre. Sûrement. En tout cas, plus qu'aujourd'hui. Mais regardez maintenant au Collège de France, qui sont les célébrités? Honnêtement, pourquoi on a exclu Paul Ricoeur? Pourquoi? Enfin, c'est des plaies au fond du cœur, je les laisse. Il y en a qui voulaient même pas rentrer dans le jeu de la télé, comme Bourdieu, parce qu'ils savaient tous les pièges. Bien sûr. Donc je voulais revenir parce qu'on a évoqué les médias mainstream effectivement où malheureusement il n'y a pas de débat. Mais vous êtes malin, vous me poussez à parler, à être. Vous êtes fort. Autant qu'on peut. Pourquoi on vous prend pas comme éditorialiste? Pourquoi pas? En tout cas on utilise Internet parce que Internet pour l'instant est libre. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il y a Internet bien sûr, un espace de liberté encore aujourd'hui. Il y a les médias mainstream où c'est pas une surprise, il y a malheureusement pas ou très peu de débats.
très peu d'espace de débat. Et on s'attendrait à ce que dans la société civile, les associations, les salles communales, municipales puissent ouvrir leurs portes, et notamment à Paris, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a évoqué Delanoë, mais certaines mauvaises langues, on va dire, pour pas avoir de problème juridique, disent que Souria Ouria ou Madame Hidalgo voilà, influencent malheureusement négativement. Ils sont financés. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, au 1er mai, moi je passais le grand camion de Souria Ouria avec les drapeaux, n'est-ce pas, des rebelles, quoi. Ce drapeau de l'époque coloniale. Ils ont des moyens d'où? Vous n'allez pas me dire que c'est la cotisation? Non. Ils reçoivent tous de l'argent. Écoutez, aujourd'hui, si vous appartenez à ceux qui veulent la chute de Bachar el-Assad, là, peut-être, il est quelle heure? Je ne veux pas exagérer. Demain soir, je vous trouve une salle, une belle salle. Si ce n'est pas l'auditorium de l'Institut du monde arabe déprogrammé, parce que Jacques Lang aussi, c'est là, vous voyez, socialo, là. Voilà, le club des... Voilà, il faut toujours... Et par contre, tous les gens, quand ils font pression, même comme parfois l'Église, par exemple, a des salles, il y a une pression sur l'Église, ne donnez pas. Hein. Alors que, franchement, c'est contraire à l'enseignement de l'Église. C'est, par exemple... L'esprit universitaire, l'esprit républicain, l'esprit de débat. Œcuménique, puisqu'il s'agit de salles dépendantes des églises. Jusqu'où va l'État? On précise que les débats dont on parle, qui ont été annulés suite à des pressions sur les salles, c'est des débats où on donnait la parole, où était censé être donné la parole, aussi bien à des gens qui étaient pro-Bachar, ou en tout cas pro-souveraineté de la Syrie, que à des gens qui étaient pro... J'étais invité, des collègues étaient invités, des gens de l'autre bord étaient invités. Voilà. Mais même ça, c'est pas permis. C'est hallucinant quand même. Non. Ça, il faut le souligner, c'est quand même hallucinant. Ah oui. Non, mais on vous dit, la France est le pays de la liberté d'expression. C'était peut-être vrai. Elle le fut, oui, je crois. Ou le pays de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Heureusement, il nous reste Internet quand même. Heureusement. Heureusement. Bon, mais je crois qu'on va terminer cet entretien maintenant. Eh bien, Bassam Tahan, est-ce que vous voulez ajouter une chose avant qu'on termine? Moi, j'espère que ceux qui nous entendent poursuivent sur Internet et accordent cette valeur à l'Internet beaucoup plus qu'à ces médias, comme on vous dit, mainstream, qui ne colportent que souvent on va utiliser l'idéologie ambiante. On va dire médias dominants. Mais médias dominants, voilà. Alors, avec une idéologie dominante. Avec une petite nuance sur Internet, c'est qu'on trouve tout, y compris donc la liberté d'expression, mais on trouve également n'importe quoi. Donc il faut toujours vérifier les sources. C'est vrai. Et toujours vérifier dans quel but éventuellement cela a été écrit. C'est vrai. C'est vrai, entièrement d'accord. Donc merci Bassam Tahan pour cet entretien. Merci à vous, hein, et moi je vous encourage, il faut continuer le combat. Hein. C'est le combat comme cette revue qui a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai envie de faire avec vous une émission, Les Français parlent aux Français. Eh bien merci beaucoup. Bonne soirée, et bonne soirée, merci à tous les internautes et toutes les internautes qui ont la disponibilité pour venir regarder et écouter cette interview. Je rappelle qu'elle sera diffusée et disponible sur YouTube, sur notre site internet cercledesvolontaires.fr. Merci et très bonne soirée à vous. Bonsoir. Merci, bonsoir.